Bonjour à tous, vous écoutez le Jour Pop Off, le format sans filet et sans filtre du Jour Pop. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du nouvel album de Billie Eilish. Donc, c'est parti, jingle. Quelle année, mes amis, quelle année pop. On n'est même pas au mois de juin et on a déjà eu 5 albums de pop stars majeurs, je vais dire. Il y a eu Ariana Grande, il y a eu Beyoncé, il y a eu Taylor Swift, il y a eu Dua Lipa et maintenant il y a Billie Eilish. Et j'ai chroniqué les 4 premiers albums, donc je n'allais pas passer à côté du 5e qui, spoiler, est peut-être le meilleur des 5. Voilà, c'est-à-dire que chacune, en tout cas, a eu un postulat différent, évidemment, personnel. L'album d'Ariana Grande était assez intime, assez spontané, j'ai trouvé. Malheureusement, en tout cas, elle l'a très vite délaissé, mais bon, comme ça, je vous en avais parlé déjà dans le jour pop-off de Dua Lipa. Il n'est pas inintéressant pour autant, mais disons qu'il manque peut-être d'une certaine ampleur pour devenir vraiment marquant. Un album qui a de l'ampleur, en l'occurrence, c'est celui de Beyoncé, mais qui d'un côté, voilà, comme je vous l'avais déjà raconté, manque peut-être un peu d'authenticité et est un album quand même assez peu accessible. En tout cas, on a du mal à garder près de soi. Enfin, moi, personnellement, je vous l'ai déjà dit, je l'écoute plus depuis des semaines et des semaines. Ensuite, il y a eu Taylor Swift. Taylor Swift qui prend beaucoup de place en ce moment, mais qui a fait un album très intéressant, trop dense, je trouve. Ça, je vous l'avais aussi raconté. Mais qui a son intérêt en tout cas dans le postulat qu'elle a de superstar de la pop actuellement et qu'elle défend dans ce disque-là. Et ensuite, il y a eu Dua Lipa qui a un album solaire, un album dansant, mais peut-être pas l'album de l'envergure qu'on attendait d'elle. Voilà, si je peux résumer ça comme ça. Et voilà que Billie Eilish sort son 3e album, Hit Me Hard and Soft. Comment on pourrait traduire ça frappe-moi, touche-moi de façon violente et douce à la fois. Je vais revenir plus tard sur l'intitulé de ce titre. Que dire de ce disque si ce n'est que c'est un disque qui mêle un peu tout ce qui manquait, en tout cas tout ce qui composait ceux de ses collègues. C'est un disque intime, c'est un disque authentique et c'est un disque d'envergure. Voilà. Si je dois résumer ça comme ça, j'ai pris énormément de plaisir à écouter ce disque. Et j'aime déjà beaucoup Billie Eilish. Je trouve que c'est une fille hyper intéressante, vraiment. Une des filles, une des pop stars, hein, je ne vais pas la réduire à son genre, une des pop stars les plus intéressantes de la scène pop des dernières années. Si vous ne connaissez pas Billie Eilish, comment vous la résumez ? Disons que c'est un peu la weirdos, la fille un peu bizarre du panel de la pop, mais qui justement est aussi la plus intéressante de la classe. Voilà, c'est-à-dire c'est pas la première de la classe, c'est pas la fille parfaite, c'est une fille qui trimballe ses insécurités de façon explicite, c'est-à-dire on voit clairement que c'est une fille qui en a lourd sur la patate, on va dire, et qui exprime ça d'une façon incroyable, avec une justesse assez folle. Et c'est pour ça, en tout cas, qu'elle a un succès tel, et une reconnaissance aussi de ses pairs, parce que son premier album... alors, vous savez que j'ai un problème avec les titres, donc je suis obligé de regarder parce qu'il est très long. Voilà, donc le titre c'est When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? Quand nous nous endormons, où est-ce que nous allons ? Avec cette pochette où elle était, on dirait la fille de l'exorciste. Elle est sur un lit, il y a un fond noir, elle est habillée en blanc sur un lit blanc avec les yeux révulsés. Elle est complètement flippante. Et quand j'ai découvert cet album en 2019, donc il y a 5 ans de cela, je l'ai écouté un peu par curiosité, puisque Billie Eilish était un peu la hit girl, la fille vers qui il fallait un peu s'intéresser, mais pas la pop star de premier ordre, si je puis dire. Et ça avait déjà été une claque. J'avais trouvé que ça ressemblait à rien de ce qu'on entendait, en tout cas sur la scène pop. Alors, il y
y a plein de weirdos dans la scène pop, à divers niveaux. Ça va des Charlie XCX, des Grims, etc. Ça va même avec des gars genre Tommy Cash là, qui sont vraiment complètement barrés. Il y avait les prods de Sophie aussi, Billie Eilish. Voilà, c'était la fille un peu bizarre qui débarquait dans la pop. Je crois, elle avait 17 ans quand cet album est sorti. Elle avait déjà connu un petit buzz avec son premier EP et le titre Ocean Eyes, qui est là aussi un titre incroyable, d'autant plus quand on sait que c'est une fille de 13 ans qui chantait ce titre. Voilà, il y a quelque chose de chez Billie Eilish, c'est une old soul, comme on dit. Vous savez, c'est une jeune personne, mais on sent qu'elle trimballe des choses très lourdes en elle. Voilà. Et du coup, ce premier album vraiment avait été personnellement une claque, mais au niveau international, puisque elle a décroché je ne sais combien de Grammys, dont celui, je crois, de l'album de l'année. Laissez-moi vérifier. Voilà, c'est ça. Elle avait eu le grand chelem des Grammys. C'est-à-dire qu'elle avait eu meilleure nouvelle artiste, meilleure chanson, best record, best song. Les différences sont un peu subtiles pour Bad Guy, et l'album de l'année pour Where We'll Fall Asleep, Where Do We Go. Voilà, je vous ai dit que c'est un épisode sans filtre, sans filet, vous le savez, et vous savez que j'ai du mal à retenir les titres. Bon, Billie Eilish, succès incroyable suite à ce premier album, et puis vient la pandémie, vient le Covid, et Billie Eilish, elle a quoi ? Elle a 18 ans. Voilà, elle a 18 ans, je crois que c'est une 2002. Et en fait, elle est prise dans un tourbillon de difficultés à gérer un succès tel, une telle attention, etc. Et elle se retrouve vraiment seule face à elle-même durant le Covid. Et là, elle sort cet album, Happier Than Ever, où elle est teinte en blonde, elle joue un peu les pin-up. Voilà, elle est en vraie rupture totale avec l'image du premier album. Et Happier Than Ever, plus heureuse que jamais, dit-elle, avec une mine complètement déconfite sur la pochette, une larme qui coule, une claque. J'ai adoré cet album-là. Et je crois que c'est un album très compliqué pour elle, un album vraiment de remise en question, un album d'essayer de détruire un personnage pour en construire un nouveau. Je trouve ça, beaucoup d'artistes ont fait ça, ont suivi ce procédé. Et Billie Eilish a réussi parce que Billie Eilish, c'est une fille hyper talentueuse, tout simplement. Et il y a beaucoup de spontanéité dans ce qu'elle fait, mais il y a beaucoup de justesse aussi. Voilà. Et cet album-là, il m'a accompagné pendant des mois, parce qu'il y a aussi une richesse de production. Et ça, c'est aussi ce qui fait un intérêt et le succès aussi de Billie Eilish, c'est le travail qu'elle a avec son frère Phineas. Ils travaillent en vase clos. Voilà. Ils sont vraiment à deux. Tout est fait à deux, ensemble. Elle et son frère qui a, je crois, 4-5 ans de plus qu'elle. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que l'un et l'autre grandissent ensemble. Ils se connaissent par cœur, ils ont une réelle intimité, mais qui n'est pas une intimité sentimentale. Parce que des duos d'auteurs, compositeurs, interprètes, ça, on en connaît des dizaines et des dizaines, je ne vous refais pas les listes. Mais généralement, ce sont toujours des couples, enfin souvent des couples, qui souvent derrière, ça tourne mal, ils se séparent, etc. Et là, c'est une relation vraiment fraternelle. Et j'ai pas d'autres exemples comme ça dans la pop. En tout cas, entre un homme et une femme. On peut me citer les frères Gallagher, etc., qui se tourmentent autant. Mais comme ça, dans la pop, un duo comme ça, j'en vois pas beaucoup. Je sais que, par exemple, Zazie a beaucoup travaillé avec son frère, mais ils ont fait de superbes chansons, d'ailleurs. Mais pas dans cette relation de vase clos que Billie Eilish a avec Phineas. Phineas aussi, qui est un producteur incroyable. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a dans les sons qu'il fait pour Billie beaucoup d'expérimentation, tout est très électronique, et il y a une richesse, une folie, comme si en fait tout était possible, ou plutôt rien n'était impossible. Et ça, on le ressent en tout cas dans les 2 premiers albums, et aussi dans ce nouvel album, Hit Me Hard and Soft. Et le talent, je vais juste aussi m'arrêter vite fait sur la justesse aussi de Phineas et de Billie Eilish. C'est 2 chansons qui sont annexes à leur carrière, qui sont 2 bandes originales,
No Time to Die pour James Bond, Oscar de la meilleure chanson, ils ont totalement réussi à saisir l'ADN de James Bond, et surtout la BO de Barbie, qui est sortie l'an dernier, et cette chanson est incroyable. C'est-à-dire que quand on pense qu'on va fabriquer un film comme Barbie et qu'on se dit, bon, tiens, à qui on pourrait demander en tout cas de faire une BO, oh ben Dua Lipa, c'est dansant, c'est un peu disco, c'est léger, c'est totalement Barbie. Et je sais pas si vous avez vu ce film Barbie, qui a eu un petit succès, hein. Mais Barbie, voilà, à un moment se questionne, elle n'est plus qu'à Barbieland, à un moment elle se questionne de sa raison d'être, de la mort, etc. Et il y a cette chanson de Billie Eilish qui arrive, What I Was Made For, vraiment qui est incroyable. Je pense en tout cas qu'il a aussi dépassé Billie Eilish parce que elle sortait d'une énorme tournée pour Happier Than Ever et comme Dua Lipa sortait de Future Nostalgia, et toutes les deux étaient en transition vers un nouvel album, vers leur 3e album respectif en plus, et chacune a réussi à faire un tube incroyable, et celui de Billie Eilish est d'une justesse folle, et totalement inattendu sur un thème de Barbie, mais qui fonctionne à merveille. Et c'est ça, je trouve, qui est incroyable avec Billie Eilish, c'est qu'elle réussit toujours à être juste. Et c'est à nouveau le cas de ce 3e album. Ce 3e album, il y a, je trouve, 3 thèmes majeurs qui se dégagent de ce disque-là. Il y a son rapport à la célébrité. Il y a, et donc du coup, la façon aussi dont elle réussit à se construire vis-à-vis du regard des médias, du regard des autres, du regard omniprésent qu'il y a sur elle. Elle perd du poids, elle est trop grosse, sa sexualité. Et ça, c'est le 2e sujet, en tout cas. C'est son rapport aux femmes, parce que Billie Eilish... Alors, je ne sais pas le terme, je ne sais pas si elle est lesbienne, bisexuelle ou queer, en tout cas. Bon, je ne vais pas la définir à sa place, mais en tout cas, elle affirme quelque chose qui était sous-jacent, c'est-à-dire son amour des femmes. Bon, là, elle y va franchement avec un titre comme Lunch, qui est un tube hyper efficace, où elle a juste envie de bouffer la chatte d'une meuf, hein. On va pas se mentir, hein. Elle la prend au petit-déj, hein, ou au déjeuner, Lunch. Bref, donc tout ce rapport-là aussi à la découverte d'une nouvelle sexualité, d'un attrait pour les femmes, etc., c'est aussi un pan de cet album. Et puis il y a l'amour, les relations, les ruptures, etc. Bon, ça c'est le terreau de beaucoup d'artistes. Mais si je dois faire un parallèle, là aussi avec Taylor Swift, qui est très forte pour parler de rupture amoureuse, je dirais que là où Taylor Swift écrit très bien, tout le monde est d'accord là-dessus, Taylor Swift a toujours un point de vue qui est, disons, tourné vers l'autre. C'est-à-dire que la relation, il y a globalement un fautif, on va dire, dans les relations. Des fois c'est elle, très souvent c'est l'autre. Billie Eilish, c'est beaucoup plus introspectif. Et c'est ça aussi qui fait, je trouve, le sel du répertoire de Billie Eilish, avec cette façon de chanter qui est très susurrée, qui est des fois presque un peu chuchotée. Il y a quelque chose de la confidence, en fait, chez Billie Eilish. Avec cette production qui est souvent un peu minimaliste, il y a quelque chose de l'ordre de la confidence, je dirais, où on l'a au creux de notre oreille et on l'écoute un peu tout seul, comme ça, pour déprimer. Voilà, il y a quelque chose qui fait du bien de déprimer avec elle. Voilà, elle fait partie de ces chanteuses-là où sa peine nous réconforte. Ça peut être le cas d'une chanteuse comme Adele, ou évidemment de Lana Del Rey. Lana Del Rey il y a une filiation assez évidente entre Billie Eilish et Lana Del Rey. De toute façon, elles ont chanté ensemble à Coachella, et là c'est apparu comme je vous l'ai dit, une évidence qu'elles sont de la même famille. Cet album, Billie Eilish, elle a décidé de le sortir sans lead single. Enfin, il y a un single qui est Lunch qui est sorti après la sortie. Avec cette idée, alors bon, ça se fait de plus en plus aujourd'hui de plus sortir de singles des semaines en amont de l'album, mais avec cette idée que c'est un disque qui doit s'écouter et s'apprécier d'un bout à l'autre, je dirais, sans
sans préjugés, voilà, sans le préjugé que pourrait avoir un lead single. Et si vous m'écoutez depuis quelques temps, vous savez que je défends l'idée qu'un bon album est un album qui dure environ 45 minutes. Ben, il en fait 43, voilà. Et alors, c'est pas... je trouvais que Beyoncé et Taylor Swift avaient des albums beaucoup trop longs. Je trouvais que Dua Lipa et Ariana Grande étaient peut-être un peu courts. Celui de Billie Eilish, il fait la durée idéale. Et surtout, il n'est pas du tout monotone. Il y a beaucoup de styles qui se mélangent. Il y a beaucoup de ruptures aussi dans des chansons. Il y a des titres, moi, il y a un titre que je trouve incroyable, c'est Chihiro. Alors, c'est inspiré directement du voyage de Chihiro, du personnage en tout cas, du voyage de Chihiro, où il y a deux ambiances totalement différentes dans le titre, où ça part vraiment dans quelque chose de très, c'est très doux au début et ensuite ça explose. Il y a un autre titre dans la même veine qui est The Greatest. Alors The Greatest, c'est un peu la petite sœur de Happier Than Ever dans sa structure, pareil, ou très doux au début, ensuite une vraie explosion instrumentale. Et mon titre préféré de l'album, c'est probablement le plus pop, en tout cas le plus accessible avec Lunch, c'est Bird of a Feather, donc les oiseaux d'un même plumage, enfin je sais pas comment traduire assez littéralement ce titre, mais c'est un titre qui parle pas mal d'amour, mais d'un amour assez, comment dire, dans ce que j'en ai ressenti, c'est plutôt le fait que de trouver en tout cas une alchimie dans un couple, de trouver vraiment son autre, en tout cas son âme sœur, sa véritable âme sœur, et de pouvoir vivre un amour. C'est pas un amour passionnel, pas un amour incandescent qui vire forcément au drame et qui fait le sel de beaucoup d'œuvres, en tout cas sur l'amour. Non, là on est vraiment sur un amour fusionnel, vraiment. Trouver son autre, trouver la personne avec qui on souhaite partager sa vie. Et je trouve que c'est, encore une fois, très juste, de la façon dont c'est raconté, la façon dont c'est interprété. Il y a une espèce de véritable envolée, en tout cas, de jovialité, d'espoir dans ce titre. Et je suis scotché. Je suis vraiment scotché par la maturité incroyable de cette jeune artiste de 22 ans, encore une fois. Billie Eilish, c'est une artiste qui est composée de beaucoup de choses, déjà à son jeune âge. Et ça transparaît aussi dans ce titre Hit Me Hard and Soft, touche-moi, frappe-moi d'une façon brutale mais douce à la fois. Et cette dualité, en tout cas, je trouve que c'est un très bon titre quand on appréhende mieux l'album. Un titre où finalement il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'entre-deux. Tout est dans les extrêmes en fait. Et comme je vous l'ai dit, il y a des chansons où vraiment on passe d'un extrême à l'autre. Et Billie Eilish, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est des fois très sombre, très mélancolique, très lourd. Et d'un autre côté, c'est totalement enjoué, totalement léger. Voilà, encore une fois, un titre comme Lunch, qui est vraiment là, assez terre à terre finalement. Et qui succède à un titre comme Skinny, le titre d'ouverture de l'album, qui est là vraiment sur le jugement des autres, des médias, sur la façon dont elle réussit à se construire vis-à-vis de l'image que les autres projettent sur elle, qui lui renvoient, etc. Et cette dualité-là, je trouve que c'est hyper abouti, en tout cas dans ce disque, et dans ce qu'elle souhaite raconter. Et en tout cas, en tant qu'auditeur, on est... je suis cueilli. Et c'est un album où elle se met vraiment à nu, à cœur ouvert, face à ses vulnérabilités, excusez-moi. Et la pochette, je vais m'arrêter sur cette pochette que je trouve sublime aussi. Pour vous la décrire, en tout cas, elle est plongée dans un bassin avec un fond abyssal qui tourne vers le noir profond. Et elle tombe en fait d'une porte qui est ouverte sur l'eau. Je me suis un peu renseigné de savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire là, avec cette image. Elle a une peur phobique de l'eau, en tout cas un vrai traumatisme avec l'eau. Et c'est une façon pour elle aussi de le combattre, d'illustrer vraiment sa peur, son angoisse, son anxiété. Et moi, je l'interprète vraiment avec cette porte ouverte où, dans le mouvement, en tout cas, elle semble tomber, mais elle semble aussi se libérer avec ce disque de beaucoup de choses, de beaucoup de ses traumas, dans des fonds sans fond, justement, quelque chose d'abyssal, quelque chose où finalement tout se disperse, comme on pourrait se purger en fait, qu'on pourrait redevenir
se nettoyer et pouvoir remonter à la surface et se régénérer. Voilà. Alors je pars peut-être hyper loin dans mes explications, mais en tout cas c'est tout ce que cette image m'évoque et je trouve que d'avoir des images vraiment comme ça, des pochettes qui soient aussi fortes, ça témoigne qu'il y a généralement un grand album qui arrive derrière, et c'est le cas en tout cas de Hit Me Hard and Soft. Qu'est-ce que je parle? J'espère que vous m'écoutez en vitesse x1.5 parce que vraiment je blablate. Il y a un sujet dont j'avais aussi envie de vous parler, c'est la scène. Billie Eilish, j'ai eu la chance de la voir au Happier Than Ever Tour il y a 2 ans à Bercy, et là aussi une claque. Voilà, moi c'est clairement en tout cas ce qui m'a... je l'aimais beaucoup, j'étais très curieux de voir aussi ce qu'elle valait sur scène. Et pareil, c'est une fille qui tient la scène toute seule. Elle tient 20 000 personnes pendant 1h30, 2 heures, toute seule sur scène. Voilà, je crois qu'il y a elle et son frère. Je me souviens plus s'il y avait des musiciens ou tout était sur bande. Mais en tout cas, son frère est présent, évidemment. Et elle a une aura, un charisme vraiment qui captive les foules. Et j'ai rarement vu, enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de ferveur d'un public pour son artiste. Et j'ai vu aussi le public qu'a Billie Eilish. C'est un public très jeune. Et justement, je trouve qu'elle réussit à parler à des gens qui, des fois, peuvent se sentir seuls, peuvent se sentir délaissés, peuvent se sentir des fois non représentés. Les weirdos, dont on est beaucoup à faire partie, en tout cas, je m'y inclus. Et cette vulnérabilité, excusez-moi, cette façon d'être tout le temps à fleur de peau, mais d'être aussi dans la dualité, dans la force, dans la faiblesse, en tout cas, je trouve que c'est ça qui fait qu'elle réussit à capter les gens. Et aussi, il y a un sujet dont j'ai pas trop parlé, c'est sa représentation. C'est que Billie Eilish est vraiment en dehors de tous les codes de la pop star. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais dans la séduction. Alors, elle a été un peu justement dans Happier Than Ever parce que c'était le sujet d'être en rupture avec le personnage du premier album. Mais justement, c'était un personnage. Et là, elle revient à ce qu'est Billie Eilish. Et elle a toujours des vêtements amples, elle a toujours un air un peu renfrogné. Elle n'est pas dans quelque chose de... C'est pas Dua Lipa, par exemple, qui est une très belle femme, qui joue aussi de son corps, et il n'y a aucun problème à jouer de son corps. J'adorerais pouvoir jouer de mon corps comme elles le font. Mais en tout cas, voilà, Billie Eilish n'est pas du tout là-dedans. Et ça parle aussi à des gens qui peuvent être mal à l'aise avec leur corps, mal à l'aise avec leur identité, mal à l'aise avec leur genre. Donc, elle touche un public qui n'est pas si niche que ça. Et elle s'inscrit aussi dans une lignée de chanteuses d'artistes étranges. Voilà, ma dernière exemple en date qui a marqué sa décennie, c'était Lady Gaga. Voilà, et ce qui a été Lady Gaga aux années 2010, globalement, Billie Eilish l'est aux années 2020. Et moi, j'ai très hâte. J'ai pas hésité une seconde à prendre une place pour son Bercy là, qui aura lieu en juin 2025, parce que alors là, ça va être une scène centrale. J'ai très curieux, bon, évidemment, je vous en reparlerai, hein, mais je suis très curieux de voir ce qu'elle va donner en scène centrale. Je suis pas un grand fan des scènes centrales, du coup c'est pour ça que je me suis mis en gradin pour 3 raisons. Pour la raison de la scène centrale, parce que ce sera en juin et qu'il va faire chaud, et je suis trop vieux. Je suis beaucoup trop vieux pour faire des fausses désormais. J'assume totalement être une gradin personne. Désormais, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais en tout cas, je suis très hâte, parce que je pense que c'est un album qui va m'accompagner pendant de longs mois, et je suis très curieux de voir ce qu'elle va donner sur scène. Voilà, ça fait presque une demi-heure que je discute avec vous de cet album. Je ne sais pas si si j'ai tout dit, mais en tout cas, je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Et globalement sur un petit point, on va dire, à mi-année des sorties qui ont eu lieu sur ce premier semestre Pop 2024 hyper riche. Dites-moi en DM sur Insta, Twitter, TikTok, quels sont les albums qui vous ont le plus enjaillé depuis ce début d'année. Et moi, je vous donne toujours rendez-vous fin décembre pour mon top album. Donc j'essaie de pas trop spoiler ce que j'écoute, enfin ce qui me plaît, mais en tout cas c'est compliqué. Et puis ça évolue, sachant que Billie Eilish était, je crois, un numéro 2
en 2019, c'est mon album de l'année étant Madame X de Madonna, mais elle avait gagné mon cœur en 2021, donc est-ce qu'elle va le gagner en 2024 ? Voilà, ma réponse en décembre. Et puis je ne sais pas ce que va nous réserver ce deuxième semestre, je ne sais pas quelles seront les sorties, les grandes sorties pop, mais je crois que le prochain album que j'attends, c'est l'album de Katy Perry. Voilà, Katy Perry qui s'est enfin libérée de sa prison dorée American Idol et qui va sortir son 6e album après, après beaucoup de déceptions de sa part. Va-t-elle récupérer sa couronne de deuxième reine de la pop qu'elle avait dans les années 2010 ? Bah on verra. En tout cas, je sais que j'en parlerai. Que vous dire sur la suite du jour pop avant de vous quitter ? Mon prochain jour pop-off sera sur le Eras Tour de Taylor Swift. L'occasion de vous remercier pour vos très nombreuses écoutes du jour pop normal que je lui ai consacré. Et j'ai très hâte d'aller la voir sur scène le 2 juin prochain au Groupama Stadium de Lyon. Et je vous raconterai ça dans les moindres détails. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce 6e déjà, un jour pop off. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon trajet, un bon ménage ou un bon jogging, parce qu'on m'écoute en faisant... certains m'écoutent en tout cas en faisant leur jogging, donc je suis ravi de vous aider à transpirer. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Instagram et tous les réseaux. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous embrasse et à bientôt. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.